Salut les magiciens, ici Totoro pour la chaîne L'Entre du Deck. Alors comme vous avez pu le voir, il y a quelques petits changements qui sont en cours. Donc justement, en fait, tout un changement de direction artistique. Je rentrerai un petit peu plus dans le détail dans une vidéo qui sortira bientôt. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un deck que je trouve vraiment intéressant, pas forcément énormément représenté, mais aujourd'hui, on est avec Kozukin et on est un des fiers représentants. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir justement une présentation de l'invité, on va étudier un petit peu qui est proche, qu'est-ce qu'il fait. On va avoir une vision un petit peu macro, donc au global du deck, on va le présenter en quelques chiffres. Avant de rentrer un peu plus dans le détail avec une vision micro, de quoi est-ce qu'il est composé. On va étudier la stratégie mid-range combo de la version de Kozukin. On va étudier ses match-ups et on va voir un petit peu l'actualité du deck. Sans plus attendre, je vais laisser Kozukin se présenter. Bonjour à tous, Louis Berda, ou Kozukin, joueur de proche, OTP comme on dit. Je joue depuis 2013, ça fait 1 an et demi maintenant que je joue en compétitif, avec quelques petites perfs sur la saison passée, un J2 à la CDF, mon premier top 1 à cette saison-là, de nombreux top 8 ou top 4, donc voilà. J'adore le pack parce que il a énormément de possibilités de building, donc c'est ma principale motivation et le fait que gagner contre tout, perdre contre beaucoup. Après, il y a des non-match-up, mais on verra ça plus tard. Donc on a vraiment affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Aujourd'hui, on va vous présenter sa version un petit peu plus mid-range de proche. Alors de quel bois se chauffe ce général? Il s'agit d'une 5-5 vol pour 6, couleur Jund, qui, quand elle est lancée, crée X jetons 0-1 rouge bold, qui s'appelle des Bold of Kerkix. C'est égal au nombre de mana qui ont été dépensés pour le lancer. Donc ça veut dire que si on le lance une première fois, on en crée 6, une deuxième 8, etc. Il y a aussi la capacité de sacrifier une autre créature pour lui donner plus 1, plus 0. Et ça, on verra que ça a un impact direct sur la façon de jouer le deck. C'est donc un général qui coûte relativement cher. 6, c'est une valeur de mana qui est assez élevée, surtout en command zone, mais qui va proposer de lancer un sort ainsi qu'une capacité sur la pile quand on le lance. Il va proposer bien souvent de swarmer le board, donc de poser énormément de créatures. Ça va enchaîner tout un tas de petites synergies qui ont été vraiment bien pensées dans ce deck. Maintenant qu'on a vu le commandant, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a dans le deck. Alors justement, il y a 3 Planeswalkers, 29 créatures, 8 rituels, 10 éphémères, 10 artefacts, 7 enchantements, 39 terrains. Donc si on décortique un petit peu, on voit que c'est un deck qui est plutôt axé sur les créatures, c'est assez cohérent, on le verra après, avec le fait de jouer beaucoup d'orques pour accélérer la sortie de proche, ainsi que nombre raisonnable d'autres sorts. Le fait de jouer 39 terrains est également assez cohérent, puisque la valeur de mana du commandant est très élevée. Si on jette encore un œil un petit peu plus approfondi sur la mana curve, on peut voir que le deck est vraiment centré sur les valeurs de mana 1, 2 et 3. Et comme beaucoup d'autres decks, les valeurs de mana 4, 5, 6, ça peut être aussi des cartes qui peuvent être lancées d'autres façons. On pense typiquement à Fury qui peut être pitché. Deck avec les 3 arpenteurs que joue le deck. Domri remplit plusieurs fonctions. Dans un premier temps, son passif permet de donner plus 1 plus 0 à toutes les créatures. Ça peut être vraiment utile étant donné que on va poser une grande quantité de Kabold avec la capacité de proche. Son plus 1 permet d'ajouter un petit mana mais surtout de rendre incontrables nos sorts de créatures. Son moins 2 permet de faire un removal en faisant se battre 2 créatures. On voit donc que c'est un petit couteau suisse qui peut, dès le tour 2, commencer à faire de la value et continuer de nous faire ramper. List, quant à lui, remplit aussi plusieurs fonctions. C'est donc le seul Planeswalker qui est tutorisable comme une créature, avec le fait que c'est une créature donc un insecte tant qu'il n'est pas en jeu. Son plus 1 permet de nous meuler et poser du board. Son moins 2 nous permet de gérer une créature ou un Planeswalker. Quand la partie a duré, son moins 5 peut la clôturer. En parlant de Planeswalker qui clôture rapidement la partie, Minskebu est un sacré contender. Il arrive en jeu avec son fidèle ami Boo, qui va croître au fur et à mesure que la partie dure. Son moins 2 permet d'envoyer des parpaings soit dans les dents, soit dans une créature, et si on a sacrifié le jeton debout, eh bien on va piocher autant de cartes. On parle vraiment d'un finisher là, qui peut clôturer la partie en 2 ou 3 tours à lui seul. Au niveau des créatures, Proche joue une certaine quantité d'orques, en commençant par Arbor Elf, qui peut dégager une forêt, on peut ajouter potentiellement les 3 couleurs en fonction des bilans qu'on va avoir. Birds of Paradise, 0-1 vol, qui ajoute un mana de la couleur de notre choix à notre réserve. Rite Shaman, aussi considéré comme un Planeswalker à 1, avec ses 3 capacités, qui va venir exiler des cartes des cimetières pour faire des effets différents. Lighted Halfling,
il va soit jeter de l'incolore, soit jeter du coloré, mais seulement pour un permanent légendaire qui sera incontrable. C'est un petit peu une Cavern of Souls sur pattes. Elves of Deep Shadows va ajouter du mana noir au prix d'un point de vie. Le trio Elvish Mystic, Findown Elves et Lanoir Elves vont ajouter du vert. Ignoble Hiérarche va avoir la capacité d'exaltation, qui va donner +1/+1 à une créature qui attaque seule, qui va ajouter les 3 couleurs de Jund. Enfin, on a Tinderwall, qui peut nous donner un certain boost de mana, puisqu'en le sacrifiant, on peut ajouter 2 mana rouge. Avec cette carte en particulier, j'ai souvenir de Minskebu, lancé au tour 1 ou 2, qui viennent clôturer la partie en moins de 2. En parlant de ça, le deck en joue pas mal, des créatures à 2. Commencer par Blood Artist, qui peut vraiment être un kill dans le deck, étant donné qu'il va drainer de 1 pour chaque créature qui va quitter le champ de bataille. Donc avec l'armée de kobolds qu'on va avoir, on peut toutes les sacrifier, infliger 6 et regagner 6. Night Curator est venu remplacer Scavenging Ooze dans la majorité des decklists. Il s'agit d'une 3/3 pour 2, qui nous permet pour un incolore d'exiler une carte d'un cimetière. À partir du moment où on a exilé un Delirium, donc 4 types différents, on prend +4/+4 et le piétinement. Moloch, c'est un anti-bête sur patte qui peut être tutorisé depuis la bibliothèque. Il a le bon goût de remplir tous les slots de la curve, étant donné qu'avec sa modularité du Ravenous, on peut le poser en tant que 2/2 comme beaucoup plus, voire même piocher une carte si jamais on le lance pour 7. Kishbo Masters permet de punir les adversaires qui souhaitent piocher plus de cartes que de raison. Le bon goût de pouvoir être lancé avec le flash. Steve, donc Sakura Tribe Elder, c'est une 1/1 pour 2 qui fait surtout bloque une créature avant de faire un rampant de grosse. Donc aller chercher une carte de terrain de base et mettre en jeu engagé. Sylvan Caryatide, c'est une 0/3 qui a le défenseur Hexproof pour 2. Il va ajouter un mana de la couleur de notre choix à notre réserve. Il va relativement bien bloquer les petites menaces en début de partie. Surtout, avec sa capacité Hexproof, ne pourra pas être détruite par un removal. Wall of Floats, c'est une 0/5 pour 2, sur laquelle on peut mettre un marqueur -0/-1 une fois par tour pour ajouter un mana vert. Il est vraiment pas mal, notamment sur corde d'adjuration, étant donné qu'il va ajouter 2 mana. On passe maintenant aux créatures à 3. Broadside Bombardiers va permettre de rentrer des phases d'attaque plus que létales avec sa capacité de boost, parce que si jamais on sacrifie proche, ça fait 8 points supplémentaires. Endurance va répondre aux problématiques des cimetières. Non seulement c'est une 3/4 flash portée pour 3, elle peut être pitchée en exilant une carte verte de notre main, mais surtout elle va venir remélanger le cimetière d'un des 2 joueurs. Magus of the Moon fait quelques allers-retours dans la liste. Zukin pense qu'il est plutôt pertinent dans le méta actuel, étant donné qu'il y a un certain retour des decks quadricolores et plus. Il peut vraiment clôturer les parties à lui seul. Mayhem Devil, c'est une 3/3 pour 3 qui dit qu'à chaque fois qu'un joueur sacrifie un permanent, il inflige 1 où on veut. Donc pour chaque fetch sacrifié, on colle 1. Pour chaque kobold, c'est également Climefoot and Squee. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de le présenter en tant que commandant, mais il faut quand même se rappeler que c'est une excellente créature de midrange, qui est plus ou moins autosuffisante justement, et qui permet de réanimer des grotons qu'on verra un petit peu plus tard. Ça peut éventuellement être un swap dans certains cas de figure, même si le main deck de proche n'est pas forcément adapté, comme l'est celui de Foot and Squee. Enduring Courage, c'est un nouvel ajout de Smurn, c'est une 3/3 pour 4 qui dit qu'à chaque fois qu'une autre créature arrive en jeu, elle prend +2/+0 et gagne la célérité. En plus de ça, si jamais il meurt, il revient en jeu en tant qu'enchantement. Ça nous permet de faire des lignes de play avec Eldritch Evolution, de le sacrifier, de le faire revenir en tant qu'enchantement pour aller chercher Primeval Titan qui va être 8/6 célérité et qui va donc chercher 4 terrains. C'est un power play qui fait vraiment remporter la partie. Phoros, c'est un dieu de Theros, 5/6 pour 4, l'indestructible qui n'est pas une créature tant qu'on n'a pas 5 de dévotion de mana, mais par contre, à chaque fois qu'une créature arrive en jeu, chaque adversaire prend 2. Ce qui veut dire qu'au cast de proche, si Purphoros est en jeu, on va coller minimum 14. En plus, pour 3 mana, on peut donner +1/+0 à tout notre board. Il s'agit vraiment d'une des cartes emblématiques du deck, et là, depuis le début, qui depuis 2013 fait le taf. Enfin, on termine avec la partie un petit peu plus mid-range des créatures. Yawgmoth, c'est une vraie usine à card advantage, puisque c'est une 2/4 pour 4 qui a la protection contre les humains. Ça peut s'avérer pertinent. On peut payer un point de vie, sacrifier une autre créature pour mettre un marqueur -1/-1 jusqu'à une créature, ainsi que piocher une carte. Étant donné la quantité faramineuse de jetons que le deck est capable de produire, ça peut parfois faire des vrasses unilatérales en plus de nous remplir la main. Pour 2 mana noirs ainsi qu'une carte de notre main, on peut toujours proliférer. Chaos Defiler, c'est probablement une des meilleures cartes Rakdos. Pour 5, une 5/4 piétinement quand elle arrive en jeu et quand elle meurt. Pour chaque adversaire, on va choisir un permanent non-terrain et on va en détruire une au hasard. Ça tombe bien, en Duel Commander, on n'a qu'un seul adversaire. C'est ce qui rend cette carte vraiment incroyable. Puisqu'elle ne cible pas, c'est un choix que l'on fait. Fury, elle, demande de faire des choix, mais généralement, c'est celui de vrasser le board adverse. 5 mana, c'est une 3/3 double initiative qu'on peut lancer
sa capacité d'évoque en exigeant une carte rouge de notre main. Quand elle arrive en jeu, elle fait un effet de pyrokinésie, donc elle inflige 4 blessures, sauf que c'est pas seulement sur des créatures, ça peut être aussi sur des planeswalkers. Elle va complètement de pair avec Métamorphosis Fanatique et également récent ajout dans le deck. Pour 6, c'est une 4 lien de vie qui, quand elle arrive en jeu, renvoie une autre créature de notre cimetière en jeu avec un marqueur plus, avec un marqueur lien de vie dessus. Et puis si jamais on le top deck, on peut le lancer pour 2 depuis le dessus de notre bibliothèque. Là où il y a probablement une petite erreur de design, c'est que le marqueur lien de vie aurait dû être un marqueur finalité. En fait, on peut complètement faire des boucles, notamment avec Slimefoot and Squee, se renvoyer un tas de créatures, généralement burn et aggro quand on a résolu un fanatique, c'est terminé pour eux. Time, c'est une 6-6 pour 6 qui a le piétinement. Quand il arrive en jeu et quand il attaque, on peut aller chercher 2 terrains de notre choix, forcément basique, et mettre en jeu engagé. Bien sûr, après, on mélange notre bibliothèque. Comme je l'ai dit, il y a tout un tas de séquences qui vont être game breaker au-delà de celles avec proche. Donc justement, on va voir un petit peu les rituels qui permettent ça. Green Sun Zenith permet de tutoriser n'importe quelle créature verte de valeur de mana X dans notre bibliothèque. En plus, il a le bon goût de se remélanger par la même occasion. Une véritable toolbox de créatures qui sont tutorisables, quelle que soit la valeur de mana. Étant donné que le deck a tendance à ramper assez fort, on peut vite aller chercher la meilleure carte de notre deck et la mettre directement en jeu. Lithomantic Barrage, c'est un blast incontrable qui va soit infliger une blessure à une créature ou un planeswalker, mais si jamais cette cible était blanche ou bleue, on va infliger 5 à la place. Ça va permettre de répondre notamment à tout ce qui est Satya, Aragorn, ou des créatures blanches ou bleues avec beaucoup d'endurance. Le fait que ce soit incontrable, ça permet de tourner autour de la capacité Ward, et ça permet surtout d'être assuré de résoudre son sort. Mind Twist, c'est surtout là pour arracher les cartes de la main de l'adversaire, et des fois ça peut suffire à prendre un avantage tel que l'adversaire ne pourra pas s'en remettre. Pour un noir et X, l'adversaire va se défausser de X cartes au hasard, et c'est là que ça devient vraiment pertinent, puisque ce n'est pas lui qui choisit, et on peut par exemple lui défausser tous ses terrains, et il se retrouve avec tous ses sorts en main, mais ne pouvant pas les lancer. En parlant de sorts, Demonic Tutor, ce n'est pas la moitié d'un. Pour 2 mana, on va chercher la carte de notre choix, et on la met directement dans notre main. Grosso modo, on peut prendre la meilleure carte de notre deck en fonction de la situation dans laquelle on est, pour 2 mana supplémentaires. Nature's Lore et 3 Visits, c'est plus ou moins la même carte. Pour 2 mana, on va chercher une forêt, pas forcément de base, et on la met directement en jeu. Si c'est un Raveland, arrive engagé. Si c'est un Surveilland aussi, mais par exemple, si on va chercher un Biland, on peut continuer de curver des sorts juste après. Rich Evolution, j'ai déjà commencé à en parler. Ça ouvre tout un tas de plays complètement débiles où on va sacrifier proche pour aller chercher n'importe quelle créature de notre deck, rentrer des létales sorties de nulle part, mais on peut aussi sacrifier un Cabal pour aller chercher un drop 2 ou moins. Flare of Cultivation, c'est pour 3 une culture, mais qu'on peut lancer en sacrifiant une carte de créature verte non jeton, qui nous permet donc d'aller chercher une carte de terrain de base qu'on met en jeu engagé et une autre qu'on met dans notre main. On attaque à présent les éphémères. On commence avec la Fast Mana. Killing the Weak, mana, une créature, on ajoute mana noire. Ça peut permettre d'avoir des setups où on fait Dork T1 de Killing the Weak et mes 6 mana, je te lance déjà proche. Ça dépend des scénarios, mais ça peut vraiment être game breaker. Messe Noire ne nous demande pas de sacrifier une créature, mais ne nous ajoute entre guillemets que 3 mana noirs. Les removals ensuite, Fatal Push pour un mana noir, on détruit une créature si sa valeur de mana est de 2 ou moins, mais si jamais un permanent a quitté notre champ de bataille, on peut détruire une créature de valeur de mana 4 ou moins. Il faut faire attention qu'on peut toujours cibler une créature, que ce soit sa valeur de mana, mais on ne va la détruire que si on remplit les conditions de 2 ou 3. Lightning Bolt, petit mana rouge, on inflige 3 blessures n'importe où. On le verra par la suite, mais il y a des match-ups qui vont être assez faciles à naviguer et d'autres un petit peu plus compliqués. Veil of Summer est là justement pour répondre à ça, puisque Control va donner du fil à retordre à proche. On a donc une carte pour un mana vert, nous fait piocher une carte si l'adversaire a lancé un sort noir ou bleu, qui dit que nos sorts sont incontrables ce tour-ci, que nous, ainsi que nos permanents, on va avoir la défense talismanique contre le bleu et le noir. Ce que ça veut dire, on va résoudre tous nos sorts, ils ne pourront pas être contrecarrés, ils ne pourront pas être détruits des removal noir, on ne peut pas être ciblé par des intuitions ou par des sorts de défausse. Cerise sur le gâteau, si on lance ça dans une petite bataille de contre, et ben on va piocher une carte en plus. Il manquerait plus qu'il nous apporte le café celui-là. Worldly Tutor, un petit mana vert, on va mettre la carte de créature de notre choix au-dessus de notre bibliothèque, au hasard, le Fanatical Firebrand. Rubdiqué, c'est un petit peu comme Lithomantic Barrage, qui cherche à répondre aux permanents qui vont nous embêter, contre notamment des match-ups où il va y avoir des contres. Pour 2 mana, on peut détruire un permanent d'une valeur de mana de 3 ou moins. Ce sort est incontrable. Detect, c'est une sorte de Demonic Tutor, mais avec l'éphémère, qui va nous dire qu'on va exiler les cartes du dessus de notre bibliothèque jusqu'à soit exiler une carte le même nom qu'une carte déjà exilée. Ça ne sera jamais le cas étant donné que le deck ne comporte que des cartes avec des noms différents. Soit on s'arrête sur une carte de notre choix. Code of Calling, j'ai déjà pu l'aborder. C'est un
tuteur éphémère qui va donner une sorte de flash aux créatures qu'on va aller tuto pour 3 mana vert et X, sauf que, petite ligne de texte qui change tout, là la convocation. On peut donc engager des créatures, ajouter du mana de leur couleur pour aider à lancer ce sort. Pylon a également la convoque, pour 3 incolores, 1 noir, on peut détruire une créature ou un planeswalker et on va surveiller le 2. C'est un sort qu'on peut curver directement après avoir lancé proche en engageant 3 kobolds ainsi que notre général. Le deck joue quelques artefacts, en commençant par Skullclamp, vraiment un outil de card advantage très puissant, surtout avec la quantité de kobolds qui sont produits. Signet là fixer les couleurs, en plus d'être un cachet, nous aide à ramper. Il nous aide à ramper, mais autant que Coalition Relic, qui nous permet soit d'ajouter un mana, soit de stacker mana pour le tour d'après en mettant un marqueur charge dessus. Un d'or, 2 Coalition Relic, ça fait les 3 proches. Il y a également pas mal d'enchantements, en commençant par les 2 d'orques, Utopia Sprawl qui ajoute du mana de la couleur de notre choix, mais qui n'est enchantable que sur une forêt, et Wild Growth qui nous ajoute du vert, mais sur lequel on peut enchanter le terrain qu'on veut. Craft va être là pour créer des quantités absolument débiles de mana, mais il demande quand même d'anticiper au niveau de ses fetch pour aller chercher les basiques adéquats. Goblin Bombardment, c'est un sac outlet supplémentaire qui va venir pinguer absolument tout ce qui bouge. Mythic Massacre remplit plusieurs fonctions, c'est à la fois une vrasse, un kill, un outil de tempo. Puisque pour X, 2 noirs, c'est un enchantement qui, quand il arrive en jeu, va mettre -X à toutes les créatures. Et ensuite, il y a 2 capacités. Chaque fois qu'une créature qu'on contrôle meurt, l'adversaire perd un point de vie. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire meurt, on gagne un point de vie. Shadow in the Warp 3, c'est un enchantement aux couleurs grûle qui dit que le premier sort de créature qu'on lance chaque tour coûte 2 incolores de moins. Par contre, à chaque fois qu'un adversaire lance son premier sort non créature, il va se prendre 2 points dans les dents. Ça permet de lancer des gros tons à partir du tour 3 ou 4. À commencer par proche, évidemment. Une fois qu'on l'a résolu, justement, si on a une Shared Animosity on board, qu'on attaque avec tous nos kobolds, ils vont tous gagner +1/+0 jusqu'à la fin du tour pour chaque créature qui partage un type avec eux. On va donc avoir 6 kobolds 6/6, qui fait sensiblement plus que les 20 points de vie de l'adversaire. On termine le main deck avec la base mana. Le deck joue les 10 fetch qui sont dans ses couleurs. Il joue également une panoplie de landes multicolores, en commençant par les 3 dual lands, Badlands, Bayou et Gap, les 3 Ravelands, Blood Crypt, Underground Tomb et Stomping Ground, 2 Surveil Lands, Underground Mortuary et Commercial District, les 2 nouveaux Verge Lands, Blazemire Verge et Thornspire Verge, Checkland avec Woodland Cemetery et Rootbound Crag, Painland avec Llanowar Wells, bien évidemment Command Tower. On a une sorte de Painland supplémentaire avec Mana Confluence aussi. Au niveau des landes monochromes, on a toute une toolbox justement avec la présence de titans primitifs dans le deck. C'est assez important de pouvoir répondre à toute une panoplie de situations. Jukabog est là pour exiler les cimetières adverses avant que ça ne dégénère. Rexen Tower nous permet de ramper en plus d'agir comme un sac outlet. Oborg qui va de pair avec Yavimaya permet aux 2 joueurs d'avoir soit des marais, soit des forêts. Reign of Glory, c'est pour envoyer des pains avec la célérité. Bozeju nous permet d'agir un petit peu comme un sort et de venir détruire soit un terrain non vase, soit un éphémère, soit un enchantement, soit un artefact, soit un enchantement. Le prix d'un terrain, l'adversaire va pouvoir poser directement en jeu. Shifting Woodland nous permet de devenir une copie d'un permanent qui est directement dans notre cimetière pour venir coller des létales après une vrasse sortie nulle part. West Vale Abbey pourrait presque être considéré comme un sort, étant donné que c'est un kill quand il se flippe pour le prix de 5 créatures sacrifiées. On se retrouve avec une 9/7. Alors attention, c'est parti. Vol, lien de vie, indestructible, célérité. Le deck joue également City of Traitors, qui peut nous permettre d'ajouter 2 mana incolores pour ramper nos gros sorts, mais qui va devoir être sacrifié à partir du moment où on rejoue un autre terrain. Pour finir, le deck joue 5 basiques, étant donné qu'il y a Tainted Pack dans la liste. Il joue 2 marais, un classique, un neigeux, une seule montagne, 2 forêts, une basique, une neigeuse. À partir de maintenant, on va prendre un petit peu de distance avec le contenu du deck. On va analyser comment est-ce qu'il se comporte par rapport aux autres decks, mais surtout, quelle est sa stratégie. Proche, par essence, c'est un deck combo. Il cherche à gagner la partie en un seul tour, avec des synergies vraiment puissantes qu'on peut qualifier de combo. Ce sont donc des combinaisons de 2 ou plusieurs cartes qui vont fonctionner ensemble de manière inattendue pour créer des effets extrêmement puissants. Bien souvent, ça résulte en la victoire. Cependant, pour contrebalancer ce côté un petit peu glass cannon du kit ou double, Kozukin a eu la maligne idée de rentrer des slots mid-range. Donc ça va être des cartes qui vont être intrinsèquement bonnes, mais qui ne vont pas spécialement synergiser entre elles. Bon, on le voit quand même, il y a une certaine ligne directrice. Et si on regarde un petit peu sur le cadran des archétypes, on voit que combo et midrange sont très complémentaires, puisque combo va tendre plutôt à abuser des cartes, donc à créer des situations qui sont vraiment unfair
proactive, tandis que de l'autre côté, midrange va chercher à jouer des cartes qui vont être plus faire, intrinsèquement bonnes, donc être plutôt sur le côté réactif. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'avoir créé une sorte de binomage de ces stratégies. En plus, on constate qu'avec un peu d'expérience, ça paye et ça donne des résultats. On va parler là de la stratégie de Proche. Proche a plusieurs casquettes, comme on l'a dit, midrange et combo, qui se complètent à merveille. En fait, Proche, il va avoir plusieurs mains possibles. Donc, contre aggro ou même contre combo, on va partir sur tout ce qui est fast mana créatureuse, qui va nous permettre une accélération très rapide de Proche, principalement du Proche T3 sur les bonnes mains. On va partir plutôt sur des rampes au niveau des sorts, avec Trivisite, etc. Les jeux contrôle, parce que les jeux contrôle vont vouloir avoir tendance à gérer les créatures. Donc si on leur propose des menaces non créatureuses, ils vont avoir gardé leur anti-bet qui vont pas servir à grand chose en early. Ce qui va nous permettre de nous développer, pouvoir proposer nos menaces et pouvoir après se développer. Et c'est là où derrière, le côté midrange reprend le relais très rapidement. On va proposer des menaces chaque tour. Donc le contrôle, lui, va se casser les dents à gérer les menaces avec la petite cloque qui va derrière, la 5-5 vol, avec les petits copains qui vont avec. Le côté aggro, eux vont essayer de nous blaster les dorks ou de nous tuer le plus rapidement. Sauf que arrivé au cast de proche, hormis burn, plus grand chose qui passe le dragon. Alors là, je vais vous parler des match-ups d'un avis purement personnel. Le premier match-up qui me vient en tête, ça va être Aragorn. Moi, c'est plutôt égal. C'est du 50-50. Même si, une fois que le monarque est récupéré du côté d'Aragorn, il le récupère très difficilement. Parce qu'on va pas vouloir le détruire. On va juste vouloir bloquer avec les kobolds. En réponse, on bloque, on le sacrifie. Et voilà, Aragorn a pas gagné de points de vie. Donc, contre Yoshi, les mains à garder en early, vous l'imaginez, c'est une interaction sur un Yoshi. Sinon, tous les match-ups, c'est très très dur. Après, une fois qu'on a géré Yoshi T1, nous, on va trop vite au Yoshi. Il y a quand même quelques cartes qui sont un peu dures dans le match-up, style les Talia qui font arriver les bêtes ou une Moon, même si Moon n'est pas une faiblesse dans Proche, parce qu'une carte que j'affectionne particulièrement, c'est Earthcraft, et si on ne fetche pas dans Proche, dans les basiques, Earthcraft c'est une carte morte. Donc Blood Moon, moins une menace. Après, on peut parler de Slimfoot et Squee. Moi, je dirais plutôt positif, parce que Slimfoot, premièrement, gère moins bien le vol. Kev est agressif, mais il pourra pas tuer avant Proche, ou du moins très rarement. Scarlet qui peut être dérangeant une fois posé, mais j'ai un très bon ratio contre Slimfoot. Félia m'a rendu la tâche dure, on va dire quelques fois sur les sorties Cataclysme au balance. Moi, balance, j'aime pas ça, donc le match-up, je dirais plutôt égal plus, on va dire. Dans le sens où, même si quand même Félia a de quoi gérer les enchantements, nos kills enchantements, j'ai un ratio positif. On va aborder les match-up un peu quand même compliqués là avec Aminatou. Aminatou, je m'assois devant, généralement, je lui dis bonjour, merci, t'as gagné 2-0. Les deux versions, oui, on peut dire que les deux versions d'Aminatou, dans le sens où Réanimator, ma liste gère très mal le cimetière en early. S'il met un peu de temps, là, on peut commencer à discuter. Et la version contrôle avec Aminatou joue énormément de races. Proche, on sait perdre contre race, et soit on OT4, soit elle va juste nous grind, et puis au revoir. Satya, c'est pareil, c'est de l'interaction en early pour nous si on peut. Sinon, c'est fast mana T3, et Satya ne connectera plus. Parce qu'une 3-5 qui attaque en copiant une autre bête, c'est très bien, on va bloquer avec les kobolds. Un kobold et là, 5-5 pour tuer Satya avec le gros dragon. C'est très rapide, ça peut surprendre, mais c'est pas impassable, donc je pense que c'est un match-up pour moi positif. Ertai. Ertai, pour moi, c'est un bon match-up parce qu'il n'a pas assez de ressources pour gérer les proches, la capacité des kobolds. C'est pour ça que ça fait partie des match-up où je vais passer plutôt sur des mains à rampe non créatureuses parce que du coup, ça va rendre toutes ces removals mortes, inutiles. Ça, du coup, derrière, on va pouvoir tuer au kobold ou tuer aux proches ou, comme j'ai une version mid-range, tuer avec toutes les menaces qu'il y a à côté. Atraxa, je le mets dans le même bain qu'Aminatou. Sur une sortie de removal, bonjour, moi je m'en fiche, j'ai pas envie de lancer mon général gratuit. Savras, ça contre, c'est du hard control. Moi c'est négatif, ça fait partie des match-ups. Tu peux l'arnaquer avec le Magus, c'est pour ça que je joue Magus pour attraper ce genre de pack qui partent sur Magus. Mais sinon, pour moi, je le vois plutôt comme négatif. D'autres joueurs de proche vous diront que c'est positif parce qu'on va plus vite. Moi, c'est mon avis, c'est Magic. Malcolm, ça a perfait il y a pas longtemps. Moi, je me dis que c'est pas forcément très menaçant pour proche. Parce qu'une 2-2 vol, ok, ça va bloquer le dragon. Ça va peut-être passer au-dessus en early, mais derrière, il y a une cloque beaucoup trop imposante pour le pack IZ. Après, comme on l'a dit, ça joue les moon effects. On fetch en conséquence. On a des dorks, on a des cailloux pour faire de la mana. Moi, ça fait pas partie des choses qui me font peur. Zio, un pack qui quand même, moi, peut faire peur parce que c'est quand même une pile de bonnes cartes. Une pile de... je vais jouer une menace, puis après une autre menace. Proche est capable de suivre le match-up.
Même d'ailleurs, on matche très bien la CZ parce que le mot-clé en face, c'est menace. Bah, on propose 6 kobolds pour bloquer le. Mais du coup, c'est pas Ezio la menace, c'est le reste du pack. Donc, j'ai pas assez fait le match-up, mais si on sort vite, je pense que on est en capacité de le prendre de vitesse ce pack. Donc, moi, je le mettrais positif également. Flash, version burn, comme je l'ai déjà dit, c'est difficile burn parce que ça passe au-dessus des kobolds. Après, je pense qu'il y a une force contre Flash, c'est que la cible de Flash, on la sacrifie, ça stifle le lifelink. Donc, c'est pour ça qu'il va peut-être vouloir tendance, si monsieur en face avec Flash a l'expérience, vouloir blaster. Sinon, la version, les autres versions côté prison ou empêche ETB, on a un beau dragon qui fait uncast, donc ça fait moins peur. J'ai envie de le mettre égal parce que ça peut quand même ça peut quand même faire des belles sorties. On a des joueurs, nous dans notre région rouennaise, qui jouent et qui ont un match-up 50-50 avec sa version prison. Donc voilà. Activate, c'est du hard control. Donc c'est pareil, ça va être soit Moon Effect, soit on le prend rapide, soit on pleure parce qu'il y a une 6-6 en face et nous on match avec une 5-5. Donc les cartes clés pour ce match-up là, ça va plutôt être comme on l'a dit, du Magus. Une carte que j'aime énormément contre hard control, ça va être ma petite abbaye, qui crée une 9-7 vol, célérité, lifelink indestructible. Pas mal de mots-clés qui font trembler une 6-6 vol. Donc voilà. Donc match-up plutôt négatif, je dirais, mais on peut arracher un draw s'il faut. Un match-up aussi alors celui-là, j'ai envie de le dire, adieu la win, ça va être Azusa. On a 0 interaction contre Land. Même un Magus fait pas grand chose. Moi, ça fait partie des packs où j'abandonne. Je ne build pas contre ce pack-là. Même si Azusa commence à monter, je me dis, écoute, si je tombe contre elle, tant pis, c'est la RNG. Donc c'est vraiment négatif. C'est un peu comme la Patoune, la Lightpo. C'est pareil, je m'assois dedans, c'est très bien. Écoute, vas-y, on y va. Sur un malentendu, ça passe. Il y a DK, Boseiju ou même un Chaos Defiler qui peuvent prendre le match-up. Mais ces deux match-up, Azusa et Lightpo, les met dans le même panier, c'est bonjour, merci, t'as gagné 2-0 et on se voit peut-être en top 8. Ilan, pourquoi on fait beaucoup de match-up? Moi, ça me fait moins peur parce qu'un Feldon, parce que je blast, on a des removal blast et j'ai pas peur de blaster un Kellan, blaster un Feldon parce que Kellan, très bien, ça fait des ressources, mais on a des bloqueurs, donc faut encore que ça connecte. Je pense que ça peut être difficile parce que c'est burn, mais c'est prenable. C'est pour ça que je le mets quand même en négatif dans mes match-up, personnellement. Il y a peut-être Glarb, qui fait partie des match-up vraiment difficiles à mon goût, dans le sens où c'est un hard control combo. C'est un mélange que Proche gère très mal. Les combos, Proche n'interagit pas avec l'adversaire. Et Glarb qu'on va contrôler et vrasse absolument tout le board. Donc on peut le prendre de vitesse. Sur une Moon, c'est pareil. C'est pour ça que j'affectionne tout particulièrement Magus dans mon pack et que je ne le sors pas. Même si bon nombre de personnes m'ont dit de l'enlever. Titsugu et Kairi. Comment dire, ce pack, c'est pareil. Ça fait partie contrôle combo. C'est un pack qui prend de vitesse, qui contre, qui est en capacité de contrer tous nos enablers. Et sur un sacrifice de Kairi et Titsugu, le Proche ne peut pas forcément bien interagir avec quoi que ce soit. Donc c'est soit on interagit avec le TB avant Brainstorm, sinon il va pouvoir s'installer, caster son général T5 et nous dire bonjour, tu prends 17. Voilà. Ça fait partie, comme je le dis, Proche n'est pas forcément un bon pack contre combo. C'est soit tu pars plus vite, soit tant pis, ça sera pour la prochaine. Tinatrasios, un pack contre lequel je pense négatif parce que comme j'ai déjà dit, combo c'est très dur contre Proche. Après on peut avoir du coup nos victoires comme j'ai déjà dit sur Magus. On peut avoir des victoires en arrachant avec nos anti-bêtes parce que Tinatrasios part avec ses bêtes et qu'on a de quoi réagir. La carte clé du match-up, bombardement gobelin. On a un bombardement gobelin qu'on résout avec un Proche. Tinatrasios ne pourra jamais partir. Voilà, c'est une des seules win-con, les deux seules win-con qui peuvent faire la chose. Ou sur un exil ou mélange de cimetière placé au bon moment, mais ça fait partie des match-ups difficiles. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de tous les match-ups. Si vous voulez avoir un petit peu plus de détails sur les match-ups qu'on vient d'évoquer, je propose pas mal de contenu sur ma chaîne YouTube, comme d'autres deck tech de decks du format, mais aussi quelques decks de cœur, toute une panoplie de shorts qui sont vraiment synthétiques, donc en 1 minute, je vous résume un deck. On reprend avec l'actualité de Proche, qui est vraiment des piliers du Duel Commander depuis quasiment sa création, que le deck est présent depuis plus de 10 ans. Il n'a jamais été extrêmement dominant dans le format, surtout depuis le ban d'une de ses pièces maîtresses, Food Chain. Alors j'ai dû descendre un petit peu dans le metagame, mais on voit que Proche est quand même présent à hauteur de 1%. Ce qui est un petit peu rigolo, c'est que ce pourcentage fluctue en fonction de si Louis fait beaucoup de top 8 ou pas. C'est donc un général qui n'est pas beaucoup joué, mais par contre,
il l'est par des joueurs qui sont vraiment passionnés en général. Des joueurs qui vont mettre beaucoup d'efforts et d'ingéniosité pour s'adapter au metagame, aux sorties de bombes toujours plus puissantes. Si vous cherchez à résoudre des puzzles, vous creusez un peu les méninges, mais surtout à prendre un max de kiff, moi je suis persuadé que Proche c'est un deck qui est fait pour vous. Et voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le deck. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Totoro pour la chaîne L'Entre du Deck.